Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Je plante le décor. Nous sommes à Talloires, sur les bords du lac d'Annecy, sur la terrasse du restaurant L'Aquarama. Et nous allons y retrouver d'ici quelques instants Francis Gutleben. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Enceint, le journal d'un futur père ». C'est quoi est-ce? Nous en saurons plus d'ici quelques instants. Et nous parlerons également radio et montagne en compagnie de Jean-Michel Asselin et de Laurent Pascal. Ils animent Passion Montagne sur France Bleu Pays de Savoie. L'émission démarre tout de suite sur Montagne TV. Notre invité, Francis Gutleben. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me Francis. recevoir. Avec une carte de visite, je dirais, qui est pratiquement un panneau 4x3, tellement vous avez fait de choses dans votre vie. Consultant média, vous avez été producteur, réalisateur, vous avez fait des documentaires sur diverses chaînes en France. Vous avez été journaliste d'investigation pendant pratiquement 18 ans. Et vous êtes auteur du 8e livre maintenant, c'est cela? Tout à fait. C'est votre 8e ouvrage. Alors on va le présenter à la caméra. Il s'intitule Enceint, oui, au masculin, Enceint. Un petit néologisme au passage. Journal d'un futur père. Alors, je vous laisse peut-être citer la maison d'édition parce que j'ai peur d'écorcher le nom. Maison d'édition parisienne, Jean-Claude Gavzevich. Jean-Claude Gavzevich, très bien. Deuxième livre que je publie chez lui. Comment est-ce qu'on peut définir cet ouvrage? Alors c'est un ouvrage. Alors, ma ligne éditoriale dans mes livres, j'écris quand quelque chose ne va pas. J'ai entendu dire cela. Voilà, et ici, c'est la place de l'homme dans la grossesse. La grossesse, c'est généralement une affaire de femme, et c'est malheureusement encore trop une affaire de femme. Et l'homme, dans tout ça, on l'oublie un peu. Et l'idée à travers ce livre, c'est de donner la parole aux hommes, à travers aussi évidemment ma propre expérience. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pendant les 9 mois de grossesse? Vous avez le sentiment que l'homme est totalement exclu de la grossesse de sa femme? Il est présent, mais pas assez. Il est présent pour les séances de préparation à l'accouchement, il est présent de temps en temps, c'est encore pas si général que ça, au moment de l'accouchement, mais ce qui se passe psychologiquement pour lui, ça malheureusement c'est oublié. Et les institutions françaises n'accompagnent pas ce cheminement pour l'homme. Il y a, même pour la femme, c'est assez faible, puisqu'il y a un entretien psychologique a priori prévu au 4e mois. Dans la réalité, on se rend compte que très peu de femmes vont à cet entretien ou sont même informées de l'existence de cet entretien. Et l'homme, lui, le suivi psychologique de l'homme, il n'existe pas. Alors que l'homme est fondamentalement dans une période de bouleversement. On le sait que pour la femme, c'est une période de bouleversement psychologique et d'un état de transparence psychique. Et bien pour l'homme, c'est pareil. Vous avez le sentiment que l'homme est exclu par sa femme, ou est-ce que c'est lui qui s'exclut volontairement, peut-être par timidité, peut-être par peur, peut-être par crainte, je ne sais pas? Oui, on le sait, Stéphane, vous le savez peut-être aussi, nous les hommes, généralement, on a du mal à dire notre intériorité. Moi, j'ai une sensibilité très féminine, donc je suis très intéressé par tout ce qui touche à l'âme humaine. Et donc, pendant la période de la grossesse est quelque chose d'étrange pour l'homme qui ne vit pas cette grossesse. Ça se passe dans le corps de la femme. Lui, il est extérieur, il est observateur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait le plus souvent? Il fait l'aménagement de la pièce pour l'enfant à venir. Et pourtant, psychologiquement, tout se bouscule. Et dans le livre, je le raconte de façon très détaillée, à quel point, moi, pendant les grossesses que j'ai vécues, toute mon histoire personnelle et toutes les souffrances personnelles qui n'ont pas été résolues jusque-là, elles remontent à la surface. Et elles remontent à la surface de façon extrêmement violente. Et si ces souffrances d'enfance, puisque c'est un renvoi vers sa propre condition de venue sur Terre, si ces problèmes-là, ces aspects-là ne sont pas traités, je prétends que c'est les germes des séparations futures entre le couple, puisque 25% des enfants avant l'âge de 3 ans ne vivent plus avec les deux parents. Et je prétends, je le raconte en détail dans le livre, que la raison de cela, ça se trouve dans le manque de communication au sein du couple pendant la grossesse. Vous dites que pendant la grossesse d'une femme, un homme se prépare non pas à la naissance d'un enfant, mais plus ou moins à sa renaissance personnelle. Oui, et je raconte aussi dans le livre que la venue d'un enfant, c'est la naissance d'un enfant, c'est la renaissance pour la femme, c'est la renaissance pour l'homme. Et je crois que dans les événements importants de notre existence, nos épisodes amoureux, nos grandes histoires d'amour sont aussi des moments de bouleversement personnel. Et la grossesse est un autre moment de bouleversement. Donc c'est extrêmement positif, mais il faut l'accueillir, il faut le partager, il faut le comprendre. Est-ce que c'est une analyse ou un guide pratique qui peut aider justement le futur papa à mieux appréhender cette période, à mieux la vivre et à peut-être mieux accepter le bouleversement considérable que ça va être. Parce qu'effectivement, on le dit souvent, c'est fini les grasses matinées, c'est fini l'appartement qui sent bon, ça va forcément sentir la couche à un moment donné. Voilà. Est-ce qu'il y a des informations dans ce type? Le livre, c'est avant tout un récit de vie. Oui. Et le récit de cette histoire, ça se passe dans les Alpes.
parce que je suis fondamentalement lié à la montagne, parce que j'aime cette montagne. Et donc, c'est un récit qui se passe sur les 9 mois de la grossesse. Ça commence de façon extrêmement intime, puisque ça aussi, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Je raconte le moment où l'homme et la femme font l'amour pour donner naissance à l'enfant. Il faut repenser sa vie sexuelle. Il faut aussi repenser sa vie sexuelle. Et je le raconte là encore de façon extrêmement intime. Hein. Je veux dire, il y a des scènes érotiques, des scènes sexuelles, parce que la vie sexuelle est bouleversée aussi pendant cette période-là. Donc ça commence avec l'instant où l'enfant est conçu, et le livre se termine 9 mois après, avec une scène, je ne vais pas trop en dire, parce que c'est un peu la surprise du livre, mais l'homme a une place tout à fait insolite au moment de l'accouchement dans le livre. Est-ce que l'homme souhaite avoir de plus en plus d'espace, plus ou moins, dans cette grossesse aujourd'hui? Je crois qu'il faut surtout que les institutions françaises, et j'ai écrit une tribune récemment pour le Nouvel Observateur, où je lance un appel en ce sens au ministre de la Famille. Il faut qu'il y ait plus d'accompagnement. Je veux dire, on est en période de crise économique et il faut faire des économies de tous les côtés. Je prétends qu'une des manières de faire des économies et de désengorger les tribunaux des affaires familiales, c'est de s'occuper des familles. Je veux dire, on a tous appris les uns et les autres, ceux qui nous regardent, on a appris un métier. Mais on n'est absolument pas préparé à devenir parent. Bien sûr. À l'école, on a eu des cours d'éducation sexuelle, aller à 2-3 cours par-ci par-là, les ovaires roses, les testicules jaunes, enfin des planches photographiques, et ça s'est arrêté là. Mais qu'est-ce qui se passe en nous? Comment on devient papa? Comment on devient maman? Comment on accueille la famille? Donc, je prétends qu'il faut, là encore, Payon a fait des sorties en disant il faut apprendre, il faut faire des cours d'éducation civique. Il ne faut pas commencer par là. Il faut commencer par apprendre aux enfants comment on devient parent, puisque notre passage sur Terre, c'est quoi? C'est de naître, c'est de se reproduire et de mourir. Donc, sur la reproduction, sur le bouleversement psychologique, il y a effectivement un vide extraordinaire. Moi, j'ai envie de dire que ce livre va aussi sauver des couples. Parce que vous le disiez, c'est un véritable bouleversement. Il y a beaucoup de couples qui clashent quelque temps après la naissance d'un enfant, parce qu'effectivement, le père n'était pas préparé à tout cela. Est-ce que justement cet accompagnement que vous souhaitez, de par l'administration, le gouvernement, etc., devrait permettre de sauver quelques couples? Oui, alors évidemment, quand j'écris, il y a toujours une ambition. C'est d'essayer de faire bouger un tout petit peu les lignes. Et les retours que j'ai de lecteurs, et en fait, dans la réalité, c'est surtout des lectrices, parce que j'espère en plus que les lectrices soient des prescriptrices, qu'elles encouragent les hommes à lire le livre. Eh bien, le retour que j'ai effectivement des femmes, c'est que ça les renvoie à leur propre existence, à des choses qu'elles n'avaient pas imaginées, et ça les aide à mieux communiquer avec leur mari, leur conjoint. Et là, c'est des vrais moments de plaisir quand on a ce genre de retour. Est-ce que vous l'avez fait lire à différentes générations? Je veux dire, à des gens plus jeunes que vous, à des gens plus âgés que vous, et quel a été leur regard? Oui, alors c'est très drôle. Je parle d'ailleurs de la boulangère de mon village dans le livre. C'est une femme qui a une 60aine d'années, qui est déjà grand-mère, qui a lu le livre et qui m'en a parlé en ayant les larmes aux yeux. Parce qu'elle m'a dit, ça me renvoie à moi, à elle, quand elle était maman, ça la renvoie à sa propre naissance, à sa propre histoire personnelle. Donc effectivement, parce que je touche à des choses extrêmement intimes, personnelles, etc., je crois que ça parle à chacun de sa propre histoire. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les mentalités ont énormément évolué dans ce sens? Est-ce que vous avez le sentiment que le père est beaucoup plus impliqué dans la grossesse de sa femme, dans la naissance de l'enfant, dans l'arrivée, dans l'éducation peut-être que par le passé? Alors, il y a une évolution, c'est incontestable, mais je pense que cette évolution n'est pas encore assez forte. Je crois que fondamentalement, il faut apprendre à l'homme à raconter son intériorité. Qu'est-ce qui se passe en lui? Qu'est-ce qui le trouble? Qu'est-ce qui lui fait peur? Et la grossesse, c'est évidemment un bouleversement, puisque, par exemple, l'homme est projeté dans une autre génération. C'est-à-dire quand l'enfant vient, il sait que la prochaine génération, il est un peu plus projeté vers la mort. Donc, évidemment, c'est bouleversant. L'autre élément bouleversant, c'est qu'évidemment, il va avoir moins de liberté, puisqu'il y a la femme, l'enfant, les sorties, ça va être un tout petit peu plus contrôlé. Ou contrôlé par la réalité des choses. Donc oui, il faut donner la place à l'homme, il faut lui apprendre à parler. Et la vie de couple... Est-ce qu'il faut apprendre également à l'homme à être un peu moins macho, peut-être? Oh, ça sûrement, oui. Ça fondamentalement. Je crois réveiller en lui sa fibre un peu féminine? Oui, alors il y a une psy qui a écrit un livre il y a quelques années déjà, Les hommes, H majuscule, les hommes se transforment. L'homme et la femme doivent chacun accueillir leur sexualité opposée. C'est-à-dire qu'en chaque homme, il y a une part de féminité, en chaque femme, il y a une part de masculinité. Et le moment de la grossesse réveille un tout petit peu plus ces deux éléments-là. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que ça puisse s'exprimer. Je veux dire, notre passage sur Terre est tellement court
Je suis un homme de communication et je crois que l'essentiel, et c'est encore ce que je fais dans ce livre comme dans les précédents, c'est parlons-nous. Parlons-nous, échangeons, racontons nos difficultés, racontons nos états d'âme, et puis on s'embrasse à la fin et tout va bien. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui? J'ai 3 enfants, j'ai un garçon de 10 ans, Ouais. j'ai un deuxième garçon qui a 22 ans et j'ai une fille qui a 26 ans. J'imagine que les deux plus grands ont certainement lu l'ouvrage. Oui, alors les 2 plus grands ont lu l'ouvrage. La fille n'est pas encore maman? Non, elle n'est pas encore maman. Très bien. Les 2 grands ont lu l'ouvrage et les 2 grands ont découvert à quel point, parce qu'ils connaissaient certains épisodes de ma vie, mais ils ne connaissaient pas tout. Ils ont découvert à quel point leur père avait souffert dans son existence et à quel point cette existence et cette enfance souffrante, puisque je raconte ça aussi, hein, et que chacun d'entre nous a eu des difficultés dans son existence, et ces moments-là reviennent pendant la grossesse, donc ils ont été profondément émus, et je peux dire que l'écriture de ce livre, même si j'ai déjà une grande complicité avec mes enfants, ça nous a encore plus rapprochés. Alors si vous voulez éviter que cette période ne soit un traumatisme, même si ça ne l'est jamais réellement, c'est un grand moment de bonheur, un grand moment de plaisir forcément, je vous invite à lire cet ouvrage. Il est signé Francis Gutleben, Enceint, journal d'un futur père. Il y a beaucoup d'humour aussi à l'intérieur de cet ouvrage, et je rappelle la maison d'édition Jean-Claude Gavzevich. C'est un éditeur parisien indépendant, mais on le trouve véritablement partout. Et si on ne le trouve pas partout, c'est qu'on a mal cherché. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Francis. On va continuer à parler d'une de vos passions également, c'est la montagne. On va recevoir d'ici quelques instants 2 animateurs d'une émission qui est certainement la plus podcastée aujourd'hui au sein de France Bleu, au niveau national. C'est l'émission qui est diffusée sur France Bleu Pays de Savoie. On parle de Passion Montagne d'ici quelques instants. De retour sur les bords du lac d'Annecy, nous sommes toujours sur la terrasse de l'Aquarama, l'une des plus belles terrasses avec une vue exceptionnelle. Et ce n'est pas vous qui allez me démentir, messieurs. Non. Vous qui êtes passionnés de montagne, de lacs, de paysages de manière générale. On va parler un petit peu de votre émission. Une émission qu'on ne voit pas, mais qu'on écoute assez régulièrement. C'est Passion Montagne, c'est sur France Bleu Pays de Savoie. Je le disais tout à l'heure, c'est certainement l'émission la plus podcastée de tout le réseau France Bleu, c'est ça? Absolument, c'est une émission qui est à peu près podcastée. Il y a 5 à 7 000 podcasts par semaine, qui est donc écoutée effectivement par la radio en FM sur l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie. Mais il y a aussi des passionnés de montagne dans les Pyrénées, dans le Jura, et voilà, et donc forcément. Et même en Bretagne. Et même il y a en des Bretagne. passionnés un peu partout. Hein. Absolument. Alors, Laurent, Jean-Michel, vous présentez cette émission depuis combien de temps maintenant? Oh, ça fait bien 3 ans, ensemble en tout cas, qu'on Trois ans cohabite ensemble depuis 3 ans. Mais cette émission existe depuis beaucoup plus d'années que cela. Hein. Je crois que ça remonte à 7 ou 8 ans à peu près. Comment est-ce qu'on peut définir cette émission? C'est une émission qui s'adresse à tous les gens qui simplement aiment la montagne, aiment la nature. C'est pas une émission qui est dédiée à un style de montagne particulier, à l'alpinisme ou la randonnée. Non, c'est une émission qui parle de toute la montagne et de tous les gens qui aiment ou qui pourraient aimer la montagne. Qu'est-ce qui est très intéressant pour vous? Peut-être le fait d'être sur un média, qui est la radio en l'occurrence. Il n'y a pas une image pour à un moment donné commenter ce qu'on peut être en train de voir. Donc il va falloir systématiquement motiver l'imaginaire de l'auditeur. C'est ça qui vous passionne aussi? Oui, c'est d'autant plus passionnant qu'on se rend compte qu'avec la voix simplement, on arrive à faire rêver les gens de façon extraordinaire. On effectue pour chaque émission un reportage qui est un reportage de 7 ou 8 minutes et on les emmène un peu partout. On les emmène au fort du Saint-Hénard, on les emmène voir les Tarines dans les Bauges, on les emmène auprès d'un alpiniste sur le Mont-Aiguille. Bref, voilà quoi. Et ça, effectivement, sans une image. Ça, c'est plutôt pas mal. On ne peut pas faire une émission de montagne à la radio sans être soi-même un véritable passionné ou un pratiquant. Absolument. Alors Jean-Michel est certainement plus pratiquant que moi, mais il m'a pas mal initié. Dernièrement, on est allé faire d'ailleurs un trek au Népal. Oui, j'ai vu le premier trek, c'était au mois de février dernier. Voilà, c'est ça? absolument. On l'a fait au mois de février, on a fait le sanctuaire des Annapurna. Et là, par rapport à ce qu'on disait sur une émission de radio, là, on a ramené des images auditives en quelque sorte, puisqu'on a ramené du son. On a ramené des gens qui marchent, qui ont leurs sentiments, leurs états d'âme aussi, qui souffrent, qui ont des peines, qui ont des joies, qui sont malades, qui ne le sont pas. Et tout ça, ça a été un moment absolument passionnant. Les gens que vous interviewez, que vous rencontrez dans le cadre de cette émission ne sont pas forcément des professionnels, je dirais, ou en tout cas des sportifs véritablement aguerris. Ce sont parfois simplement des randonneurs, des gens qui apprécient la montagne pour le cadre et pour tout ce que ça peut leur apporter. Complètement. Il n'y a pas de d'ostracisme envers qui que ce soit.
À partir du moment où, moi je dis toujours, il n'y a pas de petite montagne ou de grande montagne, il y a simplement ce merveilleux univers, c'est la nature, et les gens qu'on rencontre qui font de la randonnée, ils ont autant de choses à raconter qu'un très grand alpiniste, donc on est ravis de les rencontrer, on est ravis de leur faire accoucher un peu de leurs sentiments, de leur enthousiasme, parce que c'est ça qu'on veut, c'est simplement, on veut à travers cette émission dire, voyez comment c'est formidable, et comment vous tous, qui nous écoutez, vous pouvez aussi partager ces grands moments. Et j'imagine que cette émission vous a permis d'étoffer votre carnet d'adresses et en même temps votre carnet de destination. J'imagine que des gens vous ont proposé à chaque fois des destinations que vous ne soupçonnez peut-être pas et ça vous a ouvert les yeux d'une certaine manière? Ça nous a beaucoup ouvert les yeux effectivement pour découvrir aussi, d'avoir envie de découvrir d'autres pays. Ça a été le cas avec le Népal, mais on ne sait pas, peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, on aura peut-être envie d'aller découvrir d'autres montagnes. La Cordillère des Andes par exemple. Quel est le plus beau souvenir que vous ayez pour l'instant depuis ces 3 ans de vie commune ou en tout cas de travail commun? Jean-Michel, évidemment on va dire que c'est le dernier parce que c'est toujours celui qu'on se souvient le plus. Mais effectivement, oui, 15 jours au Népal, au mois de février, une température exceptionnelle, des paysages merveilleux, des gens adorables à rencontrer. Et puis ce partage avec une dizaine de personnes comme ça, une vie en communauté pendant une dizaine ou quinzaine de jours, ça a été génial, oui. Oui, moi je pense aussi à des moments peut-être plus graves, par exemple Oui, aussi. le décès de Maurice Herzog, où on avait interviewé par le plus pur des hasards sa fille quelques temps avant. Et ça nous a permis de faire une émission qui avait une certaine allure, parce qu'on était au cœur de l'émotion, au cœur des sentiments et de l'histoire. Et ça, c'est toujours bien d'être raccord avec l'histoire, la grande histoire. Ce qui a été le cas d'ailleurs aussi avec Patrick Edlinger, ce qui pourra faire une transition Bien avec sûr. le livre que Jean-Michel a écrit avec lui. On devait recevoir Patrick Edlinger le week-end où il est décédé. Donc là aussi, moment émouvant, et on a dû monter une émission comme ça en une matinée, le samedi matin. On va reparler d'ici quelques instants de ces grandes histoires que vous avez vécues avec cette émission de radio. Mais pour une fois, la radio, vous allez la voir. Nous nous sommes rendus dans les coulisses de France Bleu Pays de Savoie pour savoir justement comment vous prépariez cette émission, quelle était plus ou moins l'ambiance. Regardez, on en reparle juste après. Passion Montagne sur France Bleu, Jean-Michel Asselin, Laurent Pascal. Bonjour, ce week-end nous vous emmènerons à la Clusa. Alain Salomon s'est rendu dans la station Haut-Savoyarde pour y rencontrer l'un des 2 artisans qui fabriquent encore des tavaillons en Pays de Savoie, des petites tuiles en bois qui ont à nouveau le vent en poupe. Et puis c'est un homme de communication. Alors Passion Montagne, ça remonte très très loin, puisqu'à l'origine l'émission s'appelait Altitude. Ça date du début des années 2000. Et moi j'ai repris cette émission il y a environ 3 ans. Donc un magazine qui est consacré surtout à tout ce qui est patrimoine de montagne, des invités autour de leur passion, et puis aussi surtout quelqu'un qui est important, qui est un peu la clé de ce magazine, c'est Jean-Michel Asselin, journaliste, écrivain de montagne. Un sac de couchage, on le met dans un sac qui s'appelle un sac de compression. Et ça, quand on l'utilise. Quand on ne l'utilise pas, il ne faut pas le mettre dans un sac de compression. Passion Montagne, j'ai fait ça depuis maintenant, je ne compte plus les années, ça fait 7, 8 ans, 6 ans peut-être, voilà. Avec Alain Salomon, avec Laurent Pascal, bon, parce que c'est eux les vrais hommes de la radio, hein. Moi je suis que leur accompagnateur dans ce domaine-là. Et c'est formidable parce que ça me permet d'abord de continuer à rencontrer, ce qu'on a dit tout à l'heure, des gens totalement exceptionnels, que ce soit des alpinistes, des écrivains, des éleveurs, peu importe. Il n'y a pas de petits montagnards. Il n'y a pas de petits exploits ou de grands exploits. Il y a la montagne, qui est un terrain de jeu, mais qui est surtout un terrain de vie. Passion Montagne, c'est une émission de partage. Alors comment fabrique-t-on les tavaillons de manière traditionnelle ? Eh bien, pour le savoir, Alain Salomon s'est rendu à la Clusa, chez l'un des 2 seuls artisans qui fabriquent encore des tavaillons en Pays de Savoie. Oui, en effet, c'est à la Clusa. On s'adresse à tout le monde. En fait, l'idée de base, c'est, à mon avis, c'est effectivement quelqu'un qui pratique, mais aussi quelqu'un qui a envie de découvrir la montagne. Ça peut être en hiver pour une sortie raquette, le choix du matériel, comme ça peut être un passionné de ski alpinisme qui est vraiment chevronné, qui a envie d'avoir des conseils ou qui a envie de découvrir des lieux à travers la radio, ce qui n'est pas évident et qui est même différent que la télévision. La radio, c'est non seulement un plaisir, mais c'est plus qu'un plaisir. Parce que je trouve que la radio, c'est génial. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver. J'adore être en voiture, par exemple, et écouter une voix comme ça qui nous vient, on ne sait pas exactement où.
Et puis, on voyage terriblement avec la radio, je trouve. Alors je sais que ça n'a pas d'équivalent avec la télévision, parce que voir un snowboarder dévaler une pente, il n'y a que la télévision qui peut rendre ça, mais quand même, des fois, avec la radio, on s'évade beaucoup. Et j'aime bien ce côté-là, j'aime bien imaginer que derrière ce micro, il y a un petit récepteur, il y a quelqu'un qui est dans son appart ou dans sa bagnole, et bien pendant une demi-heure, il se balade avec nous en montagne. Qui fête ses 40 ans cette année, et on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine dans Passion Montagne. Et c'est un sacré anniversaire. Absolument. D'ici là, passez une bonne semaine. Et bonne montagne. C'est bon. Voilà, les coulisses de France Bleu, Pays de Savoie. Souvent, vous acceptez des caméras de télévision comme ça Mais vous venez quand vous voulez, vous êtes C'est toujours vrai les bienvenus. J'ai le sentiment que quand on fait de la radio, au contraire, on préfère être tranquille parce qu'on peut être justement en short, en tongs, pas rasé, pas coiffé, avoir les yeux, mais vraiment Ça se voyait pas trop avec sur le les cernes en reportage. dessous. C'est ça aussi l'avantage de la radio, c'est qu'on Ouais. peut laisser croire ce qu'on veut finalement à l'auditeur, quoi. Ouais. Mais on a, ou non, mais enfin généralement on vient pas comme ça à la radio, parce que je pense qu'il y a un cahier des charges, on n'a pas le droit, quoi. Il faut Faudrait rester demander à notre propre, directeur. propre et digne. Alors vous citiez tout à l'heure Patrick Ellinger. Vous lui consacrez un livre qui vient Oui. de sortir il y a un mois à peu près, un mois Oui. et demi. Mhm. Ça a été une rencontre avec un personnage incroyable aussi. Oui, c'est une vieille histoire parce que ça fait à peu près 30 ans qu'on se connaissait. Donc d'abord une rencontre professionnelle. J'étais journaliste dans un journal de montagne qui s'appelait Alpinisme et Randonnée. Et j'avais été l'interviewer à Toulon. Et puis de cette journée qui était extraordinaire est restée une amitié. Nous avons travaillé en plus ensemble quand nous avons créé le journal Rock'n'Roll. Ouais. Et voilà, et Patrick c'était un bon copain. Et c'était juste le scénario par contre qui n'était pas écrit puisqu'on avait fini le livre. Et il nous a quittés avant de voir le produit fini. Il n'a pas pu faire le choix photo, donc là peut-être... Comment définir cet ouvrage? C'est un livre testament? Vous êtes allé à la rencontre de ses proches, de ses amis qui aussi se confient à vous? Non, pas du tout. C'est vraiment le livre qu'il voulait. Il avait besoin de raconter un certain nombre de choses, y compris même, puisqu'il en parle dans le premier chapitre, sa dépression, donc le moment où ça allait pas. Et il voulait vraiment dire, voilà, moi j'ai vécu 50 ans extraordinaires, je vais encore en passer 50 merveilleux, mais là je voudrais un peu remercier et puis raconter tout ce qui m'est arrivé, qui a été vraiment formidable à partir du moment où j'ai tourné la vie au bout des doigts et où ça a été quelque chose dans sa vie qui a tout transformé. Il est devenu une vedette, il est devenu une star. Et après, c'était plus difficile. Après, c'était plus difficile. Un livre à découvrir aux éditions, Guérin à Chamonix, c'est pas forcément les plus mauvais dans le domaine. c'est pas les En plus tout cas, mauvais. ils s'y connaissent un petit peu. Vous avez, j'imagine, déjà préparé une nouvelle destination. Quand on part faire un trek au Népal, ça se prépare quelques semaines, voire quelques mois à l'avance. Est-ce que vous avez déjà un projet qui est déjà bien dessiné? Alors personnellement non, mais si Jean-Michel veut m'inviter, ça sera avec plaisir. C'est le chef de bande? Ouais, c'est lui l'organisateur, le grand gourou. Mais je Non, on a quelques ascensions quand même dans le coin qui sont prévues dans le Sud-Isère. oui. On a un objectif qui s'appelle l'Obiou, 2793 mètres, autant vous dire. Et donc le gros projet, c'est le Galibier, là au mois de septembre. Parce que dans votre émission, c'est la façon d'appréhender et de découvrir la montagne, mais pas forcément en marchant. Ça peut être effectivement à travers le vélo, Bien vous sûr, l'évoquiez bien tout sûr. à l'heure, Le à travers d'autres parapente. moyens de locomotion. Mhm. D'autres Tout moyens à de fait. locomotion. Est-ce que vous avez des rêves aujourd'hui que vous voudriez faire? J'ai une petite idée là-dessus, moi, par rapport aux rêves. J'en connais un de Pascal, mais vous, est-ce que vous avez un rêve que vous souhaiteriez mettre plus ou moins en onde avec France Bleu? Ah, j'aimerais bien faire quelque chose au sommet du Mont-Aiguille. Oui. Ça me plaît beaucoup parce que le Mont-Aiguille, c'est l'histoire, c'est 1492, la première ascension répertoriée. Et donc, voilà, ça me plairait bien de faire quelque chose là-haut. C'est une prairie extraordinaire. Voilà, une petite mise en onde qui sentirait le vide. Vous connaissez le rêve de Pascal? De Laurent, je veux dire. Il va me le dire, Alors, je vais Oui, vous le il le dire, connaît moi. mais je le sais. Le rêve de ce monsieur, c'est d'aller faire une partie de Monopoly sur le toit du monde. Au Sur sommet de l'Everest, l'Everest. au sommet de l'Everest. Ouais. Alors C'est Stéphane, vrai que ça peut durer longtemps, une partie de Monopoly. voilà, ça peut hein. durer très longtemps. Et je me suis dit, parce que je me suis attendu à ce genre de questions, si vous aviez un rêve, ce serait quoi? Alors j'ai pris mes deux passions, j'ai la montagne, et puis je me suis dit, j'aime pas spécialement les jeux de société, mais s'il y en a un sur lequel je peux rester des heures, c'est le Monopoly. C'est vrai. Donc autant lier les deux, et autant aller jouer au Monopoly au sommet de l'Everest. Puis en cette période de crise, aller jouer de la finance à 8800 mètres d'altitude, on ne sait C'est un pas, beau ça pied peut de peut-être nez, sauver on le sait monde. jamais. On ne sait jamais. C'est pas moi qui l'emmènerai, j'y suis allé 5 fois et je suis arrivé 2 fois 50 mètres du sommet et ça me suffit. Et ça vous a suffi. Ouais. On va rappeler les horaires de l'émission. C'est
tous les Samedi, samedis. midi 5, midi 30, Oui. sur France Bleu, Pays de Savoie et France Bleu Isère. Et puis, on retrouve Et bien c'est sûr rediffusé et en sur podcast. Internet, on peut le podcaster sans aucun problème et retrouver l'émission pour suivre vos aventures et puis celle également des invités que vous avez chaque semaine dans l'émission. Merci mille fois d'être venu nous parler justement de votre émission. On va continuer à parler de montagne, maintenant avec un documentaire qui passe actuellement sur Montagne TV et je vous invite à le regarder. C'est le nouveau refuge du goûter. Vous avez peut-être consacré une émission à ce refuge. Oui, oui, Exactement. Un modèle incroyable, une performance en ce qui concerne l'architecture, une performance également écologique, je crois. Je pense qu'on peut le souligner. Je vous en laisse regarder quelques images et nous nous retrouvons très prochainement sur Montagne TV pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci mille fois, messieurs. Merci. À bientôt. À la fin du 19e, lorsqu'on construisait les premières cabanes pour faire l'ascension du Mont Blanc, c'était une aventure humaine. C'est vrai. Au 21e, construire un refuge à 3800 mètres, malgré la technologie, c'est encore une aventure humaine. Le Club Alpin a bâti dès le départ des refuges parce que c'était des outils indispensables pour aller en montagne et pour faire de l'alpinisme. La situation de l'aiguille du Goûter reste assez stratégique pour l'ascension du Mont Blanc par la voie normale, par le versant de Saint-Gervais. Au niveau timing, on est sur des créneaux de l'ordre de 5 heures pour la montée au refuge du Goûter, le lendemain 5 heures pour aller au sommet du Mont Blanc et 5 heures pour redescendre dans la vallée. Donc on s'aperçoit que le refuge est quand même judicieusement placé. Alors il faut déjà imaginer le refuge du Goûter avec un va-et-vient permanent de personnes, quoi, parce que c'est ce qui est d'ailleurs assez impressionnant là-haut. On va au Mont Blanc, en supposant que la météo soit bonne, on va au Mont Blanc de 8h du matin à 8h le soir et de 8h le soir à 8h du matin. Donc pendant 24 heures sur 24, il y a des personnes qui vont au sommet du Mont Blanc. Alors elles passent plus ou moins par le refuge du Goûter. Il y en a qui vont faire ça à la journée pour des marcheurs hors normes. Après, il va y en avoir qui couchent à tête rousse et qui passent au Goûter à 3h du matin. Après, il va y avoir ceux qui n'arrivent pas au sommet, qui vont descendre plus tôt. Donc il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est un grand hall de gare, le refuge du Goûter, où tout le monde passe, s'arrête, boit un thé, se repose, est à moitié malade en espérant que ça aille mieux. C'est un peu la cour des miracles des fois. Face à la surfréquentation de ce site, à l'engouement et à l'attractivité du Mont Blanc, la cabane en planche, même si elle est recouverte de feuilles métalliques, elle ne répond plus à des normes de sécurité en nombre de personnes, des normes d'hygiène pour les gens qui y vivent. C'est 3800 mètres, c'est une acclimatation qui est difficile. Donc c'était des conditions qui ne pouvaient pas durer. Et là, le CAF a une excellente idée, c'est de faire quelque chose de nouveau, de complètement pas révolutionnaire, mais de complètement adapté au site du Mont Blanc.